Est-ce que les entreprises accordent une quelconque valeur au portfolio et à la démarche réflexive? Pour répondre à cette question, nouvel épisode du podcast. Nous serons accompagnés cette fois par une personne experte en ressources humaines et en développement professionnel, entrepreneuse, youtubeuse. Je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Laurie. Bonjour Laurie. Bonjour Dylan. Très content de te rencontrer parce que tu es une youtubeuse toi aussi et je t'ai connue via YouTube. Alors, youtubeuse, c'est un bien grand mot. J'ai fait des vidéos que j'ai diffusées sur YouTube. En tout cas, tu en as fait beaucoup plus que moi et tu as une communauté bien plus développée que la mienne. Mais justement, tiens, avant de rentrer dans le vif du sujet et de cet entretien, pourrais-tu te présenter? Qui est Laurie? Alors, je suis consultante formatrice, ex-DRH, et mon domaine d'expertise, c'est le développement et la valorisation des compétences. Donc, si j'ai bien compris, toi aussi, tu t'intéresses de près ou de loin à ce qu'on appelle la démarche réflexive ou démarche portfolio. Oui, complètement, en fait. Elle est vraiment intégrée dans ma démarche. Alors, c'est vrai que moi, c'est plutôt appliqué au développement professionnel pour les personnes qui sont déjà dans le monde professionnel, mais j'accompagne aussi des étudiants, hein, puisque j'interviens aussi sur des formations à destination de futurs professionnels RH. Alors, futurs professionnels, quand tu dis futurs professionnels, ils sont à quel niveau d'études ou de formation? De bac+3 bac+5. Ok. Et là, si je comprends bien, actuellement, tu es coach, formatrice, accompagnatrice, mais avant, tu avais, si je ne me trompe pas, tu as travaillé de longues années dans le domaine des ressources humaines. Oui, j'ai un parcours de 18 ans sur le terrain en RH. Alors, j'ai occupé différents postes, hein, d'assistante RH à DRH, en passant par des fonctions plus spécifiques comme chargé de recrutement ou encore gestionnaire paye ou même juriste en droit social. D'accord. Et donc là, si j'ai bien compris, tu as monté ta propre structure et tu es donc indépendante. Oui, j'ai quitté mon poste de DRH en 2019, décembre, et puis voilà, pour me lancer en tant qu'indépendante, vraiment pour me spécialiser sur cette partie développement des compétences, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, euh, c'est encore pas suffisamment développé dans les entreprises. Elles sont pas encore vraiment centrées compétences, alors que pour moi, les compétences des collaborateurs, c'est vraiment c'est la mine d'or des entreprises, mais c'est encore pas suffisamment valorisé. Donc, je me suis dit, bah, je vais le faire d'une autre façon. D'accord. Alors, j'ai l'impression que ce que tu viens de dire, ça répond à une question que j'avais envie de te poser. Là, j'ai deux questions à te poser. Donc, la première, avant d'aller plus loin, c'est justement, tu étais DRH et qu'est-ce qui t'a donné, en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir à ton compte? Donc, il y avait cette envie de faire quelque chose, mais qu'est-ce que ça représentait pour toi, en fait? Qu'est-ce que tu as ressenti au fond de toi, justement, en 2019, si je ne me trompe pas, pour changer comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans ton cheminement personnel? Alors, on va dire, c'est un contexte très particulier. J'étais DRH dans une clinique avec tout ce qu'on peut connaître et encore, de l'extérieur, on ne se rend pas compte de la réalité vraiment des conditions de travail des personnels soignants et pas que soignants d'ailleurs. Donc vraiment, voilà, c'était un parcours très compliqué quand je suis arrivée en termes RH. Bah, déjà, c'était pas le poste hein, qu'on m'avait vendu puisque je devais être en charge du développement RH au périmètre d'un groupe beaucoup plus large que l'établissement finalement sur lequel j'ai travaillé. On m'avait dit, voilà, ça va durer quelques mois, on vous demande d'upgrader le service RH, ça va pas durer très longtemps. Et puis bah, finalement, quand je suis arrivée, il n'y avait rien, on partait de très très loin. C'est un secteur d'activité qui est très en retard en termes RH par rapport à d'autres secteurs que j'ai pu connaître. Et voilà, 6 ans, et je suis allée jusqu'au bout de ce qu'on me donnait la possibilité d'aller. Sinon, je serais allée beaucoup plus loin. Et ça reste quelque part un goût d'inachevé pour moi. Voilà, et je suis partie là-dessus en me disant, bah, ce que j'ai pas pu faire, que j'aurais aimé encore aller plus loin, je vais le faire sous une autre forme.
Et alors, et justement, ce quelque chose que tu aimerais faire sous une autre forme, qu'est-ce que c'est concrètement? Et vraiment accompagner les personnes dans leur développement professionnel, mais au sens de, en fait, globalement, alors que je réexplique quand même, parce que j'interviens finalement alors, en formation, comme on l'a dit, mais également dans le cadre du bilan de compétences et de la VAE, donc validation des acquis par l'expérience. Et les personnes qui viennent à moi dans le cadre surtout du bilan de compétences, c'est des personnes qui ont eu une mauvaise expérience professionnelle. Alors, elles diverses, hein, ça peut être un problème avec un manager, un burn-out ou au contraire un bore-out. Le bore-out, c'est l'épuisement par l'ennui. Et ça fait sourire parfois, mais ça existe vraiment des personnes qui tombent en épuisement tellement elles s'ennuient dans leur travail. Enfin, ça peut être un licenciement, une inaptitude. Enfin, voilà. Les raisons sont diverses. Il y a une mauvaise expérience professionnelle et ça impacte fortement ces personnes qui sont plus en capacité de mesurer leur valeur professionnelle et elles se retrouvent complètement perdues. Voilà. Et moi, je les rencontre à ce moment-là. Et c'est vraiment d'aider ces personnes que j'ai pu aussi croiser quand j'étais RH, que j'ai aussi accompagné, mais bon, c'était une mission parmi tant d'autres en fait, quoi. Et donc, si j'ai bien compris, c'est cette mission parmi tant d'autres qui a connu une résonance particulière avec toi. Oui, parce qu'en RH, on dit toujours que voilà, ce qu'on cherche, c'est la bonne personne au bon endroit au bon moment. Bon, alors c'est quelque chose qu'on dit comme ça, mais alors moi, pour le coup, je le prends vraiment au pied de la lettre. J'ai à cœur vraiment que les personnes aient la possibilité vraiment d'exprimer tout leur potentiel et soient vraiment à la place qui leur correspond. Et malheureusement, dans le cadre professionnel, eh bien, être compétent, c'est pas suffisant. Il faut en fait savoir le valoriser. Et c'est ce qui fait que dans le monde professionnel, il y a des personnes qui ont pour le coup, vraiment cette capacité à valoriser le travail qui parfois d'ailleurs n'est pas le leur, puisqu'elles s'attribuent le travail d'autres personnes. Et c'est elles qui vont tirer leur épingle du jeu et parfois être des postes pour lesquels elles sont pas vraiment comment dire, le plus compétent et ça peut générer des difficultés, engendrer vraiment des difficultés quand ces personnes se retrouvent sur des positions managériales. Voilà. Oh. Alors, c'est super parce que là, en fait, avec ce que tu viens de dire, tu recoupes ce que tu avais dit précédemment. Et donc, si j'ai bien compris, selon toi, l'un des grands problèmes, c'est que la compétence n'est pas un élément clé de la mobilité au sein d'une entreprise. C'est pas le seul. Et même parfois, on peut voir, parce qu'il y a des jeux un peu vraiment particuliers au sein d'une entreprise, c'est vraiment différent dans le système scolaire. On est reconnu par, voilà, on a une note et c'est là-dessus enfin, qu'on est reconnu. Ça se passe pas du tout comme ça dans le monde professionnel. Il y a vraiment des jeux qui se font un peu enfin, de pouvoir, si on peut dire ça comme ça, mais c'est même plus que c'est un peu autre chose encore. Et c'est vraiment la personne qui va arriver à tirer son épingle du jeu et la compétence, c'est pas suffisant. Il faut encore quelque chose en plus, c'est-à-dire de savoir valoriser son travail. Et même, j'ai envie de dire, même quand l'environnement de travail est sain, euh, c'est assez rare que l'entreprise va proposer des mobilités ou des évolutions à un collaborateur qui n'en fait pas la demande, qui n'exprime pas, qui n'a pas valorisé son travail en disant, bah voilà, maintenant j'ai besoin d'évoluer. Donc, Ok. il y a quand même des entreprises qui le font, mais c'est pas, franchement, aujourd'hui, c'est pas la majorité. Donc, voilà, quelque chose qui est important de développer parce que ne serait-ce que lors des entretiens annuels, dans certaines entreprises, il y a plus que tous les ans, c'est de savoir valoriser le travail qu'on a réalisé.
Oui, donc si j'ai bien compris, derrière la valorisation, en fait, il y a une certaine proactivité à avoir en tant que salarié, à continuellement se poser la question de ce qu'on veut, ce qu'on mérite, ce qu'on vaut, et être en mesure de démontrer qu'on peut le mériter, qu'on est à la hauteur de ses attentes. C'est ça, oui. Et pour ça, parce que généralement, les collaborateurs, ils vont préparer leurs entretiens quelques jours, des fois avant le jour J, sauf que la préparation, elle se fait en continu, puisque une fois par an, si on se remet voilà, dans l'exercice, on a oublié tout ce qu'on a fait dans l'année. Et on a oublié du coup enfin, comment dire, ce qu'on a fait et le résultat qu'on a produit, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu ce résultat. Enfin voilà, et on arrive au moment de l'entretien, finalement, on ne sait plus quoi dire. Et on a l'impression d'ailleurs qu'on n'a rien fait d'extraordinaire. Alors que si on le fait au fur et à mesure, vraiment, c'est vraiment la démarche réflexive, hein, c'est de se dire à chaque fois qu'on a réaliser quelque chose qui était un peu différent, une mission particulière, particulière parce qu'il y a eu une complexité, il y a eu des aléas à gérer, enfin voilà, quelque chose qui n'est pas ordinaire, de le moment quand on est en train, enfin, ou juste après l'avoir vécu, vraiment de se poser dessus, de se poser les questions, parce que ça va nous aider aussi à analyser ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, comment on peut soit faire différemment, soit le transposer à autre chose. Et bah, finalement, savoir constituer un portfolio, quoi. Et au moment de l'entretien annuel, ou professionnel, ou d'autres, voilà, suivant ce que l'entreprise, les pratiques de l'entreprise, on vient avec ce dossier-là et on a déjà quelque chose de béton et qui est purement factuel, quoi. Ça, c'est vraiment très intéressant parce que là, si je pense par exemple aux étudiants qui pourraient nous écouter, ça serait tu présentes le portfolio en fait comme un outil de négociation. C'est un outil de négociation, donc quand on est déjà voilà, dans l'emploi, et puis aussi lors des entretiens quand on est en recherche d'emploi. Hmm, oui. Alors, j'ouvre une toute petite parenthèse quand tu expliquais que la compétence n'était pas toujours la seule chose qui comptait, voire parfois elle ne comptait pas avec les jeux de pouvoir. Le naïf ou l'idéaliste que je suis me pensait que dans le privé, c'était pas comme ça. Parce que à l'université, je remarque que plus le temps passe, plus je me rends compte que la compétence n'a pas vraiment d'importance. Si tu connais les bonnes personnes et que tu sais parler aux bonnes personnes, eh bien, tu peux aller un peu où tu veux. Et donc, je me dis, bon, dans le privé, il y a cette obsession de la compétence parce que si on veut survivre, il faut être bon. Mais finalement, tu es en train de me dire que non. Non, c'est la même chose. Ok. Ok, donc si je ferme la parenthèse, là, au final, avec ce que tu viens de dire tout juste avant, tu, tu amènes quelque part la démarche portfolio, démarche réflexive dans le cadre de tes bilans de compétences Oui, et dans des le cadre VAE. et le VAE, oui, puisque de toute façon, la VAE, c'est vraiment le propre, la réflexivité, c'est vraiment au cœur de la démarche de la VAE. Ok. Alors, comment tu fais? Par curiosité, quand tu fais des accompagnements, ils sont individuels ou collectifs? Individuelle. Alors, comment ça se passe? Alors, on part sur le bilan de compétences, la VAE. Alors, on va partir sur le bilan de compétences puisque la démarche est un petit peu différente. C'est pas forcément. Oui, la démarche est différente. Donc, on va partir sur le bilan de compétences. Alors, on va partir dans le bilan de compétences. La compétence, alors je l'avais schématisée avant de découvrir la définition de tardif, mais il s'avère que voilà, le modèle que j'avais fait correspond assez bien. Donc, on a ces différentes, comment dire, on va retrouver dans la compétence, bien évidemment, ce qu'on connaît le plus, la connaissance et les savoir-faire, mais c'est surtout, en fait, finalement, tout le reste, ce qu'on nomme les ressources, c'est savoir toutes les aptitudes de la personne, sa personnalité, son mode de fonctionnement, ses valeurs. Et puis, on n'oublie surtout pas
le contexte professionnel. Et c'est ce qui fait qu'une fois tout ça, on arrive à on a toutes les composantes de la compétence. Donc le bilan de compétence, il va reprendre toutes ces différentes parties. Donc tout d'abord, on va travailler un peu sur le capital plus personnel du bénéficiaire, et puis on arrive sur le capital professionnel. Et là, on vient déjà faire un travail un peu de remémoration. Comme je le disais tout à l'heure, on a tendance à oublier tout ce qu'on a fait. Donc, c'est vraiment d'aider les personnes, tout simplement dans un premier temps, de savoir, de se rappeler euh, les différentes expériences où elles ont trouvé de la satisfaction professionnelle, où elles avaient la sensation d'être en développement professionnel, et puis d'identifier les expériences significatives. Et à partir de ces expériences significatives, on va aller rechercher les compétences significatives dans lesquelles la personne s'est épanouie quelque part. Parce que voilà, moi je pars du principe que ça ne sert à rien d'aller analyser les compétences que la personne a mis en œuvre, a mobilisé, mais que finalement ça n'a pas plus d'intérêt pour elle, puisqu'elle ne vient pas dans un bilan de compétences pour aller identifier un projet dans lequel il n'y a pas d'intérêt, quoi. Donc ça, je les mets de Ok. côté. Et puis ensuite, on vient valoriser, une fois qu'on les a identifiées, on vient valoriser les compétences. Et moi, j'aime bien aussi utiliser, je demande aux personnes, en fait, de me donner une ou plusieurs situations dans lesquelles elles ont tiré une certaine fierté. Et c'est à partir de là qu'on fait la démarche réflexive. Alors, euh, qui reste assez, comment dire, puisque enfin, dans le bilan de compétences, le temps est pas extensible. Donc, voilà, mais c'est vraiment pour que les personnes, elles puissent enclencher quelque chose, une forme de, oui, enclencher ce mécanisme de réflexivité. Et je sais qu'elles le conservent après, puisque quand je fais un point à 6 mois après le bilan de compétences, et voilà, et généralement, elles m'en reparlent, quoi. Hmm. Donc, tu parles d'éveiller quelque part un questionnement. Oui, c'est un questionnement, mais c'est pas n'importe quel questionnement, quoi. C'est vraiment la réflexivité, c'est un questionnement qui vient vraiment nourrir quelque chose et qui permet d'avancer, quoi. Oui. Un questionnement, en fait, qui touche à la notion d'identité personnelle, parce que j'imagine que là, dans les personnes que tu peux avoir, si je prends, ce sont des personnes qui ont sûrement entre 30 et 50 ans. Alors, parfois, c'est des personnes beaucoup plus jeunes qui, D'accord, suite à leur première expérience professionnelle, enfin, elle s'est très mal passée, et du coup, ça remet tout en question. Donc, d'accord. les personnes, j'ai eu des personnes, oui, qui étaient vraiment une vingtaine d'années, jusqu'à la doyenne avait 59 ans et elle comptait pas s'arrêter tout de suite. Elle avait besoin de redéfinir un nouveau projet professionnel. Ok. Ah bah, tu vois, c'est surprenant. Mais si j'ai bien compris, en fait, les personnes que tu as, et je pense que ça concerne aussi beaucoup d'êtres humains de façon générale, on peut avoir tendance à avancer en mode sous-marin. C'est-à-dire qu'on fait des choses sans forcément prendre le temps de se poser, de se dire, ah, qu'est-ce que j'ai fait? On fait les choses sans jamais prendre le temps de se retourner, observer le chemin parcouru. Et donc, à un moment donné, on se réveille, on sort la tête de l'eau et on se dit, merde, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et pourquoi est-ce que je suis là? C'est ça, et en plus, il y a vraiment voilà, moi je parle vraiment des personnes que j'accompagne qui a eu cette mauvaise expérience, et parfois hein, des personnes très très brillantes. Il suffit d'une mauvaise expérience et ça remet tout, tout le parcours professionnel de la personne en cause. Hmm. Oui. Alors ça, c'est intéressant parce que ça revient à une discussion que j'avais eue avec quelqu'un. C'était la nécessité, c'était une discussion sur la nécessité de se prendre des murs. Et que l'idée de cette personne-là, c'était plus tu te prenais des murs tôt dans ta vie, et plus tu arrivais, entre guillemets, à relativiser l'échec en erreur, parce que le plus grand danger, pour distinguer l'erreur de l'échec, c'est de partir du principe qu'une fois que tu t'es mangé un mur, tu pourras plus jamais te le relever. L'erreur, c'est tomber. L'échec, c'est rester là où tu es tombé. Et peut-être que ces personnes-là, justement, elles prenaient en fait une première grosse claque dans la vie et elles se disent, ah, merde, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors qu'au fond, n'est-ce pas, entre guillemets, le
le chemin de la réussite n'est-il pas déterminé par sa capacité à rebondir d'erreur en erreur ou d'échec en échec? Oui, et effectivement, après ça va se... Sauf que le problème, c'est que certaines personnes... Alors, j'en tête une, effectivement, qui avait connu que des succès dans sa carrière, et il y a une seule expérience qu'il a lui-même qualifiée, c'est lui qui l'a qualifié d'échec, et c'est venu tout remettre en question. Donc là, voilà, on a dû faire un travail particulier, et d'autres personnes ont l'impression que justement, c'est un schéma qui se répète et qu'elles vont retrouver finalement ce même. Elles comprennent pas parce qu'elles s'investissent pleinement, elles donnent. Enfin, le travail est bien fait, mais finalement, bah, c'est pas elle qui a la promotion. Enfin, voilà quoi. Et là, c'est de se dire, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Hmm. Et oui, et donc, en fait, si je comprends bien, dans ces moments-là, peut-être que parfois, par manque de compréhension des jeux de pouvoir au sein d'une entreprise, au sein d'une structure, on a l'impression, en fait, que l'on n'est pas reconnu. Et ce qui est sûrement le cas, en fait. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, cette personne-là, de par un manque de reconnaissance de ce qu'elle fait, se remet en question et se dit, bah, finalement, peut-être que je fais n'importe quoi. Oui, mais c'est exactement ça. C'est ce manque de reconnaissance qui fait douter ces personnes. Et en plus, c'est pas n'importe quelle personne, c'est des personnes pourtant qui ont vraiment des compétences et généralement qui même se démarquent d'autres collègues. Et il y a ce sentiment surtout en fait d'injustice. Hmm. Alors, c'est vraiment super parce que là, on va pouvoir aborder une question que tu avais posée lorsqu'on on s'était rencontrés au téléphone. Et tu avais dit même, enfin, c'était même pas, c'était même une affirmation selon toi, c'était que la compétence et la performance sont deux choses différentes et que c'est pas parce qu'on est compétent qu'on sera forcément performant en entreprise. Donc, est-ce que tu pourrais développer ton propos? Eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, et je pense que toi aussi, enfin voilà, vous partez de la définition de tardif, il y a vraiment cet élément qu'on oublie, c'est ce contexte professionnel. Alors, dans les programmes, le contexte professionnel, c'est plutôt tel type d'entreprise ou voilà. Mais on va dire une fois qu'on arrive sur le terrain, c'est encore autre chose. C'est vraiment le contexte, la culture d'entreprise. Et alors, la performance, donc on peut être compétent et pas atteindre, enfin, être performant. Alors, il y a plusieurs choses qui l'expliquent. Déjà, est-ce que les objectifs qui sont fixés sont réalistes, atteignables? Parce que dans certaines entreprises, c'est pas toujours le cas. Donc, il peut y avoir déjà, il peut y avoir déjà ça. Il peut y avoir aussi des éléments extérieurs, comme voilà, ce qu'on a connu, le meilleur agent immobilier du monde, quand il y a plus comment dire, quand il y a plus de possibilités de vendre des maisons ou que les taux de crédit sont importants, enfin voilà, ça atteint forcément ses performances. Donc ça, c'est des éléments extérieurs qu'on ne maîtrise pas forcément. Et puis, il y a vraiment le contexte dans lequel on travaille. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Est-ce qu'on a toutes les ressources nécessaires pour réaliser la mission? Est-ce que aussi le cadre, on se sent suffisamment en confiance, en sérénité? Est-ce que le management est vraiment dans une optique d'accompagner les collaborateurs? Il y a vraiment tous ces éléments-là qui vont rentrer en jeu et qui vont impacter la performance. Donc c'est vraiment ça qui est, mais c'est vraiment essentiel, hein. Je pense que c'est des choses sur lesquelles je reviens régulièrement parce que les personnes font généralement un amalgame et on peut très bien être compétent et performant dans un environnement professionnel particulier et compétent puisqu'on est toujours la même personne, mais n'est pas performant dans un autre environnement professionnel pour tout un tas de raisons que j'ai citées précédemment. Ok. Super intéressant et je t'avais dit que ça mériterait une vidéo, ça, de distinguer Oui. la compétence de la performance. Et je voudrais même aller peut-être un peu plus loin. Selon toi, est-ce que les individus, comme toi ou moi ou les personnes que tu accompagnes, mesurent
leur valeur, à leur performance ou à leurs compétences? Euh, alors, c'est même plus que ça, puisqu'elles sont plus forcément, c'est plutôt à la reconnaissance. Et du coup, la reconnaissance, euh, comment dire, parfois, parce que même parfois, il y a de la performance, mais il n'y a pas de reconnaissance. Donc, Alors, c'est encore plus que les personnes que j'accompagne ne sont même plus en capacité de reconnaître les résultats hmm, parce que il n'y a pas eu cette reconnaissance. cette reconnaissance par autrui quelque part. Oui, complètement, par autrui, notamment par le management, on va dire. Voilà quoi. Ouais. Hmm. C'est un peu entre guillemets, l'histoire de une personne soulève une montagne, mais si personne ne l'a vue, personne n'en saisit la valeur, et si personne ne le constate, ça veut dire que ça n'existe pas. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Et pourtant, si justement la personne avait ce mécanisme de réflexivité, elle-même pourrait s'en rendre compte. Mhm. S'en Mais rendre compte. bah, se rendre compte des résultats qu'elle a produits et donc enfin, et de les compétences mobilisées. Mais il y a cette attente, en fait, de cette reconnaissance qui est encore pas vraiment développée dans les entreprises, alors qu'en fait, un simple merci, tu as fait un super travail, c'est déjà, ça, pour beaucoup de personnes, ce serait déjà énorme d'avoir ça. Oui, c'est extrêmement puissant. C'est tout bête, hein, mais tu vois, dans ce que tu dis, il y a des fois, je me retrouve pas mal dedans. Et moi, je j'ai pas ton ancienneté sur YouTube. J'ai commencé il y a quoi, 7 mois. Et plusieurs fois, je me dis, mais putain, au fond, pourquoi est-ce que je continue à faire tout ça? Est-ce que ça peut vraiment aider des gens? Et je crois que c'était hier soir, je reçois un mail d'un étudiant qui me dit, bah, bonjour monsieur, je vous envoie juste un mail pour savoir si tout va bien. Et j'aime beaucoup vos vidéos, je vois que vous publiez beaucoup, continuez comme ça. Et là, je me dis, ah, fait plaisir ce gars. Et Bah, en plus, c'est le meilleur public puisque c'est celui à qui tu t'adresses. Donc là, Mm, pour le coup, mais là, finalement, ça illustre bien puisque c'est cette question aussi de la visibilité. mm, Et ouais. ce dont on parle depuis tout à l'heure, la valorisation, c'est aussi bah, se rendre visible auprès des personnes qui sont décisionnaires sur des évolutions, en fait. Mm. Oui, et c'est peut-être ça qui est le plus compliqué. Ce qui m'amène, en fait, j'avais envie de poursuivre ce que tu avais dit en te posant une autre question. Si justement, selon toi, c'est la reconnaissance qui permet, en fait, de mesurer un individu, de mesurer sa valeur, selon toi, les entreprises vont accorder cette reconnaissance en fonction de la compétence ou de la performance? La performance, puisque les entretiens annuels sont des entretiens de performance. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas très factuel. Souvent, en fait, c'est pas, comment dire, bah, c'est un peu ce qu'on appelle à la tête du client, quoi. Et ça manque aussi, puisque après, il faut dire que voilà, il y a peu d'entreprises qui ont des réelles matrices de compétences pour vraiment avec des trajectoires pour pouvoir évaluer, positionner la personne déjà sur ses compétences. Donc finalement, c'est aussi ça qui fait qu'il y a un flou entre la compétence et puis la performance, puisque la performance, en fait, finalement, c'est les objectifs. On reprend les objectifs qui étaient fixés euh, pour l'année, et puis on regarde voilà ce qui s'est passé. Mais voilà. Parfois, c'est pas vraiment la performance de la personne en elle-même, puisque la personne a pu s'attribuer le travail d'autres personnes, de l'équipe, ou il y a un peu tout ça. Donc, malheureusement, ça existe encore aujourd'hui. Euh, voilà. Là, c'est.
il y a encore beaucoup d'améliorations à mettre en œuvre là-dessus. Hmm. Non, c'est super intéressant parce que tu vois, moi, j'ai beaucoup je suis beaucoup dans le contexte universitaire et donc ce que nous on peut observer, c'est que l'approche par compétence justement, c'est compliqué à mettre en place, mais de ce que tu me dis, en fait, dans les entreprises aussi, c'est compliqué. C'est-à-dire que l'évaluation, la reconnaissance et l'évaluation des compétences, c'est compliqué. Oui, parce que enfin, dans une entreprise, il y a une multitude d'emplois. Et puis Hmm. après, dans les emplois, il y a les postes, ça se décline en postes, un métier, emploi, poste. Et du coup, ça demande. Alors, on va dire que jusqu'à présent, il y avait aussi un problème d'outillage pour gérer cette matrice de compétences parce qu'elle demande d'être actualisée en permanence. Et en fait, ce qui se passait généralement, c'était qu'il y a un gros travail qui était fait, qui demandait de mobiliser des managers qui ne comprenaient pas forcément l'intérêt, des salariés qui finalement n'étaient pas toujours satisfaits du résultat, puisqu'après ça avait aussi une incidence sur les grilles de rémunération, tout est un petit peu lié. Donc un gros travail qui est fait, et puis après, ben, c'est pas actualisé. Donc ça devient obsolète. Donc, enfin, voilà, c'était un petit peu la difficulté parce que quelque chose de très lourd à gérer qui devenait rapidement une usine à gaz. Maintenant, voilà, il y a beaucoup d'outils RH, la RH Tech qui se développent et qui vont permettre d'avoir quand même, de permettre d'actualiser beaucoup plus facilement et de le faire vivre vraiment au quotidien en impliquant notamment les personnes concernées, puisqu'il n'y a pas mieux que les collaborateurs pour savoir en fait qu'est-ce qui mobilise comme compétences au quotidien. Mhm. Et, et donc, idéalement, cela, tout cet outillage permettrait, lors d'entretiens annuels, par exemple, eh bien, de reconnaître ou pas les compétences des gens et de les faire évoluer selon ces compétences-là, enfin, selon ce développement ou non. Oui, puisqu'on peut définir en fait des trajectoires, hein, c'est ça. Il y a ce qu'on appelle la gestion des emplois et des parcours professionnels. C'est ce qui permet de, voilà, Alors, il y a déjà des entreprises hein, qui le font, ce qu'on appelle des people review, des revues du personnel, où justement, on vient une fois par an ou tous les 6 mois, on prend l'ensemble du personnel et en fonction de leurs compétences, de leur potentiel de développement, puisqu'on peut aussi être performant sur son poste, mais avoir un potentiel plus ou moins limité. Donc, c'est vraiment prendre en compte tous ces éléments-là pour se dire, ben voilà, comment on peut faire évoluer. Alors, l'évolution, hein, une mobilité, c'est pas forcément une mobilité verticale, une promotion. Ça peut être sur un poste, un autre poste d'un même niveau. Ça peut être plutôt aller sur de l'expertise. Voilà, il y a différentes possibilités, mais effectivement, en étant outillé et surtout, en allant sur quelque chose de plus factuel, ça permet de limiter tout ce qui est un peu d'ordre de la discrimination et le sentiment d'injustice qui est ressenti. Et puis aussi, ça permet de se dire, OK, je sais que tu es compétent. Là, les objectifs n'ont pas été atteints. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Et de pouvoir plus se dire, OK, là, bah, peut-être les objectifs n'étaient pas atteignables, il s'est passé quelque chose en particulier. Enfin, vraiment d'analyser et de pouvoir apporter des éléments pour accompagner la personne, quoi. Hmm. Mais alors, bon, je vais, cette fois, je vais faire le mec un peu cynique. Donc là, tu as dit que cet outillage pourrait aider. Mais qu'est-ce que je voudrais de plus? Une fois qu'il y a les outils, je pense qu'il faut aussi cette adhésion quelque part à cette démarche par compétence. Il faut que l'institution et l'environnement reconnaissent que la compétence, c'est un élément fondamental de la mobilité des salariés, enfin, ou du Ah personnel. oui, non, mais ça, c'est sûr, c'est vraiment, ça sert à rien de s'engager dans cette démarche s'il n'y a que le service RH qui est partant. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui parte de l'équipe dirigeante,
qui vraiment qui le porte hein, et qui l'incarne pour que ça puisse ensuite se déployer et mobiliser l'ensemble des acteurs. Ça ne peut pas se faire qu'à un niveau, il faut que tout le monde soit impliqué, quoi. Hmm. Et donc, ma question, tu penses pas que c'est difficile dans un univers où, comment dire, la mobilité horizontale ou verticale est davantage assurée par tes relations et non pas par tes compétences? Euh, Alors, si tu veux, je vais oui, je veux bien, reformuler. oui. Dans un monde où, entre guillemets, c'est ta capacité à réseauter qui est mise en avant et pas ta capacité et pas tes compétences. Est-ce que justement, tout ce système d'évaluation des compétences ne va pas se heurter en fait à un système extrêmement, à une logique extrêmement féodale, de dire je vais promouvoir mon copain ici parce que je le connais bien, et même s'il est incompétent. Oui, alors en fait, comme je disais juste avant, c'est vraiment l'équipe dirigeante qui l'incarne. Donc, si, et ça existe déjà, hein, heureusement, hein, il y a certaines entreprises où vraiment alors peut-être c'est plus des entreprises finalement des startups qui sont vraiment dans cette démarche-là d'avoir pris conscience que la compétence accompagner et la performance, comment dire, ça générait derrière de la performance pour l'entreprise et donc du chiffre d'affaires. Donc certaines entreprises l'ont bien compris et elles mettent vraiment c'est dans l'ADN, dans l'identité de l'entreprise. Et elles mettent tout en œuvre pour que ça aille dans ce sens. Et ça voudrait dire qu'un manager qui aurait été recruté et qui jouerait pas le jeu, il resterait pas en poste puisqu'il aurait rien à, enfin voilà, il serait pas normalement il n'aurait même pas été recruté, on va dire. Mais en tout cas il cadrerait pas avec vraiment les attentes, vraiment l'identité de l'entreprise. Donc encore une fois, il y a des entreprises qui fonctionnent déjà comme ça et les résultats sont là. Là où effectivement cette comment dire l'importance de savoir valoriser ses compétences, c'est justement dans les entreprises qui n'ont pas intégré cette démarche compétences. Hmm. Et parce que oui, en fait, si j'ai bien compris, le succès de tout ce système, je dirais, ou peut-être la pierre angulaire de tout ça, c'est cette conviction, cette adhésion à cette approche par compétence. C'est cette petite conviction qui te dit au fond de toi ou au fond de l'équipe, du cœur de l'équipe dirigeante que la compétence, c'est le truc qui nous permettra d'être performant. Il faut y croire à la base. Exactement, c'est pas juste se dire que ce soit finalement un peu un argument un peu marketé parce que voilà on a pour attirer les collaborateurs parce que ça c'est un vrai argument comment dire pour d'attractivité de pouvoir proposer aux collaborateurs de se développer professionnellement, ça c'est un vrai argument, donc il faut pas que ça devienne du marketing et que finalement ce soit pas la réalité, donc il faut que ce soit vraiment incarner une vraie conviction en fait de l'équipe dirigeante et que ça se, enfin, ça se retrouve à tous les niveaux quoi. Hmm. Mais néanmoins, c'est quand même important, même si on a la possibilité de travailler dans ces entreprises-là, ça reste important d'avoir cette capacité soi-même à pouvoir évaluer son travail parce que on n'est pas à l'abri, enfin voilà, de devoir changer d'entreprise ou quoi que ce soit. Et puis même si, en fait, parce que dans le code du travail, l'obligation d'employabilité, elle porte sur l'entreprise. Moi, personnellement, remettre dans les mains de quelqu'un d'autre mon développement professionnel, enfin, pour moi, c'est pas entendable. Donc, voilà, j'amène plutôt les personnes à reprendre un petit peu le pouvoir d'action là-dessus. Donc, quel que soit finalement voilà, l'environnement dans lequel elles se trouvent, de pouvoir, pouvoir se développer professionnellement, quoi. Hmm. Et par curiosité, pourquoi c'est pas entendable? Après, vraiment, là, c'est mon avis personnel, c'est de remettre.
ma vie professionnelle et donc ma vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Hmm. Enfin, pour moi, c'est juste pas possible. Donc j'imagine, tu dois être très familière et adhérer à l'adage on crée soi-même son propre poste. Complètement, oui, oui, tout à fait, son propre poste et même sa trajectoire professionnelle. Parce que tu m'as pas posé la question, justement, si j'avais un portfolio. Hmm. Je Oui, sais c'est pas vrai. si tu avais prévu, parce que je sais que voilà, il t'arrive de la poser dans les épisodes. J'ai eu un portfolio pendant 10 ans, puisque en fait, quand je suis sortie d'études, on va dire, fin d'études initiales, j'avais un bac+4 en psychologie. Et moi, je visais les RH. J'avais fait le choix de la psychologie parce que l'importance, enfin, de l'aspect humain. Et je visais après d'aller sur un bac+5 RH. J'ai pas pu le faire en formation initiale. Normalement, un diplôme bac+4 en psycho, enfin, ça vaut rien sur le marché du travail. Mais j'avais développé toute une stratégie. Et c'est grâce en fait aussi au portfolio que à chaque fois j'ai pu, parce qu'à chaque fois je visais un poste ben, qui constituait une évolution. C'est grâce au portfolio justement que j'ai pu à chaque fois atteindre mes propres objectifs. Après, j'ai fini par faire le master que je souhaitais. Donc là, j'avais laissé un petit peu de côté. Enfin, j'avais cette mécanique, mais je veux dire, c'était pas rédigé. Et puis bah là, je vais le reprendre puisque je suis en train encore de développer une nouvelle compétence, quoi. Qui est? Autour de tout ce qui est finalement autour un peu de l'aspect pédagogie que j'avais pas forcément dans mon enseignement. Et puis voilà, j'avoue que j'ai suivi un MOOC en début d'année là sur se former pour enseigner enfin, l'enseignement supérieur et j'ai eu l'impression d'ouvrir un peu une boîte de Pandore. Donc du coup, ça fait beaucoup de choses que j'intègre aussi, même dans le bilan de compétences ou la VAE, quoi. Hmm. Et quand tu dis cette compétence pédagogique, cette capacité en fait à assurer des enseignements et à rendre accessible ce que tu fais, tes savoirs. C'est aussi plus finalement ce qui m'intéresse beaucoup, comme moi là, que c'est le développement professionnel, c'est comment amener les personnes à développer les compétences et aussi cette évaluation, puisque même si l'évaluation des compétences dans l'enseignement, eh bien, en fait, moi, je transpose aussi, quand on est côté RH, comment on peut utiliser. Donc, je fais toujours le pont, finalement, entre... euh, pour moi, c'est tout cet apport-là, de, tout cet apport-là, je m'en sers aussi bien côté enseignement que côté plutôt RH. Hmm. D'accord, d'accord, d'accord. Et actuellement, en fait, ce développement de cette compétence liée à l'enseignement, c'est dans quelle mesure tu dirais qu'elle fait sens pour toi? Euh, Qu'est-ce qui fait sens de développer cette compétence? Oui. C'est lié pour moi, je peux pas le dissocier justement du développement des compétences. Et je l'ai fait finalement depuis le début de ma carrière. J'ai accueilli des stagiaires, des alternants. Je m'impliquais énormément dans leur accompagnement. Et là, maintenant, ça me permet aussi, c'est quelque chose que j'ai fait de façon un peu, on va dire, empirique, mais maintenant, je viens y ajouter des apports théoriques soutenus par la recherche et qui viennent aussi encore nourrir ma réflexion. Et donc voilà, pour moi, c'était important aussi de pouvoir encore plus, que je suis constamment en développement professionnel. Et l'objectif, moi, c'est d'apporter le meilleur pour aider les personnes que j'accompagne. D'accord, donc c'était la question que j'allais poser. Tu fais tout ça en fait pour améliorer la qualité de ton service? Oui.
constamment, je suis vraiment dans une démarche d'amélioration continue. On avait un petit peu échangé là-dessus pour en fait la différence entre la perfection et puis l'excellence. Et pour moi, l'excellence, c'est vraiment cette démarche d'amélioration continue. On fait quelque chose et puis, eh bien, avec toute la réflexion qu'on peut avoir, on se demande comment on peut faire un cran encore mieux, quoi. Hmm. Et ce qui était en fait très très intéressant, c'était, on en avait discuté, tu avais en fait intégré dans ta définition de l'excellence une vision nécessairement long-termiste. Oui, parce que en fait, c'est ce qui va faire pour moi la différence avec la perfection. Quand on cherche la perfection, c'est tout de suite. Il y a même des personnes qui sont paralysées parce qu'elles finalement vont pas faire les choses puisqu'elles se disent bah, si je le fais là, c'est pas parfait, donc je vais pas faire. Alors que l'excellence, c'est être au fait que ce n'est pas parfait, mais bah, de lancer, de faire quelque chose et puis bah, de l'améliorer de façon permanente. Hmm. Et donc, forcément, C'est, bah, ça prend du temps. c'est extrêmement, et c'est là que je t'ai dit que tu as une vidéo à faire là-dessus, sur la distinction entre excellence et perfection. Et ce que tu dis, enfin, je réagis parce que alors j'avais écouté un podcast d'un gars qui s'appelle Mike Israetel, qui est un préparateur physique, un ancien chercheur et un préparateur physique, et qui lui, dans un de ses podcasts, définissait en fait la civilisation, caractérisait la civilisation par sa visée nécessairement long-termiste. Et que nous, en tant que citoyens, si on voulait justement accéder à une vie un minimum épanouie, on ne pouvait pas se détacher d'une vision long-termiste. C'est-à-dire qu'on devait effectuer des actions quotidiennes qui devaient nous aider à capitaliser sur un bien-être qui allait s'étaler sur des années et pas uniquement un instant T. Ça rejoint un peu ce que tu dis là dans ta vision de l'excellence. Oui, ça rejoint. Et en même temps, quand tu m'en parles, je vois bien que c'est pas en cohérence avec le plaisir immédiat, voilà, qui est valorisé dans nos sociétés actuelles. Voilà. Euh, mais il n'y a pas forcément de raccourci possible, en fait. Et il n'y a pas de raccourci, mais en plus, si j'ai bien compris, c'est que toi, ton activité en fait d'accompagnement, c'est tu es là quelque part pour que les personnes accompagnées prennent conscience de la nécessité de cette vision long-termiste, parce que toi, tu agis en fait sur l'identité personnelle, enfin l'identité des gens, donc personnel, professionnel, qui sont des vases communicants. Et en fait, avec cette réflexivité, avec cette capacité à prendre du recul, on est capable de se retourner, voir le chemin parcouru, de choisir une direction et de voir tout le chemin qui reste à parcourir et y aller quelque part avec le sourire et une certaine sérénité. Oui, et en même temps, comment dire, même si la vision, elle peut être long terme, il y a des jalons. Donc, c'est pas en se disant, oh là là, si je vais y arriver dans 10 ans. C'est de se dire, OK, on voudrait potentiellement arriver là. C'est quoi, quelles sont les étapes intermédiaires? Hmm. Alors là, c'est peut-être une question qui me vient. Je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps. Comment est-ce que tu enseignes? Alors, le terme est pas adapté, mais comment est-ce que ouais, tu transmets, comment est-ce que tu amènes les gens à faire cette démarche réflexive? Est-ce que tu fonctionnes par un questionnement? Lorsque tu mets en place des bilans de compétences ou autres, ouais, tu es dans une phase tu es concrètement dans un questionnement, tu es un peu un miroir réflexif des personnes que tu as en face de toi. Comment ça se passe? Dans le cadre du bilan de compétences, bah, en fait, j'utilise ce qu'on appelle l'entretien d'explicitation. Ok. Donc, bah, c'est, enfin, voilà, amener la personne à conduire cette réflexivité. Alors, moi, c'est vraiment l'approche que j'ai choisie, hein. J'utilise aucun test de personnalité ou quoi que ce soit qui vient sortir une liste de métiers ou, enfin, j'adhère pas du tout à cette approche-là. Donc, c'est vraiment par le questionnement, l'échange et, comme tu disais, un peu le miroir, voilà, amener la personne en lui disant, ben, là, vous me dites ça, mais la dernière fois, vous aviez abordé ça comme ça. Quel lien vous faites? Qu'est-ce que, enfin, voilà, c'est vraiment le questionnement. Euh,
c'est au cœur de la démarche, ouais. Et je sais, comme je disais tout à l'heure, que ça déclenche quelque chose parce que les personnes, 6 mois après, elles m'en reparlent, quoi. Et, et j'imagine que il y a des fois, en 6 mois, tu arrives à observer les transformations? Ah bah, alors c'est moins de 6 mois pour le coup, parce que déjà, je vois les transformations pendant l'accompagnement qui est de 3 mois. Et donc là, on voit déjà nettement un changement par rapport au moment où la personne elle arrive et puis à la fin du bilan. Et puis, bien évidemment, ça se poursuit ensuite, quoi. Ça doit être un kiff, non, de voir ça? Ah bah on va dire que oui, c'est la satisfaction, je la tire de là, de vraiment avoir amené la personne à reprendre aussi son pouvoir d'action sur sa trajectoire professionnelle et de plus forcément attendre cette reconnaissance de l'extérieur, pouvoir soi-même reconnaître sa valeur professionnelle. Oui, c'est vraiment. C'était, je trouve, que c'est quelque chose d'extrêmement fort. J'en discutais hier avec un collègue en réseau télécom. Bah, d'ailleurs, Thierry, salut si tu nous écoutes. C'est que un plaisir énorme quand tu enseignes, ou même je pense dans ce que tu fais, c'est quand tu constates, quand tu vois la personne grandir. T'as juste envie de t'asseoir et de contempler. Tu dis, putain, c'est génial. C'est ouf. Donc, je pense que, je pense que ouais, tu vas bien t'amuser dans ton boulot. Et je voudrais peut-être amener une question que j'avais envie. C'était, alors faut que je la retrouve. On avait parlé, si je me trompe pas, on avait parlé justement de l'excellence. Et ne penses-tu pas, en fait, que cette démarche, au final réflexive, aide les gens à développer une identité personnelle qui leur correspond, de développer une vision d'eux-mêmes qu'ils aimeraient. Parce que, alors, sans rentrer dans la littérature, dans la notion d'identité personnelle, il y a celle qui, comment dire, il y a comment les gens te perçoivent, Mhm. ce que toi, comment toi tu te perçois et ce que tu aimerais être. Et est-ce que tu ne penses pas que cette démarche réflexive permettrait justement de faire en sorte que la personne puisse devenir le super-héros qu'elle rêverait d'être? Alors, ça contribue à la connaissance de soi. Après, est-ce que le super-héros qu'elle rêverait d'être, est-ce que c'est vraiment comment dire, sa véritable envie? Il y a Mm. ça aussi, parce que parfois, les personnes, de par voilà, l'environnement dans lequel on évolue, peuvent avoir des a priori positifs en se disant il faut que je fasse ça, ce serait bien si je faisais ça. Donc là, justement, c'est se questionner sur fait de quoi vraiment moi j'ai envie, comment je le fais, quelle est ma façon de le faire à moi, comment je me différencie là-dessus, et oui, c'est ça aussi, qu'est-ce qui me différencie, vers quoi je veux vraiment aller, quoi. Mm. Et ça demande quelque part deux choses, tout ça. Je dirais que la première, ça demanderait, de la part de la personne qui est accompagnée, ça demande de l'honnêteté, être capable d'assumer ce que l'on veut vraiment. Et peut-être ensuite, la deuxième partie, qui est peut-être encore plus dure que la première, c'est avoir le courage de commencer des actions qui nous amèneront vers ce que l'on veut. Alors, il faut dire que dans le cadre d'un bilan de compétences, il y a vraiment un cadre qui est posé de Mm. confidentialité, tout ça, ce qui fait que les personnes n'ont pas de difficulté vraiment à dire les choses, même qu'elles ne pensaient pas, ou enfin voilà, parfois elle me dit, bah là j'étais vraiment, ça m'a chamboulé, je ne me rendais pas compte de ça, enfin voilà. Donc le cadre est vraiment posé, il permet ça, il n'y a vraiment aucun jugement. Et donc là, ça facilite, vraiment, hein, le cadre facilite pour que la personne, le fait de déjà de le verbaliser, de le sortir à l'extérieur de soi, bah, ça permet d'en prendre conscience. Et puis après, c'est plus une fois que la personne, elle s'est dit, mais en fait, c'est ça que je veux.
finalement, le reste vient assez naturellement. Il n'y a même plus tellement de difficultés à en parler à l'entourage, parce que parfois aussi, c'est ça au départ. Et je sens qu'il y a la pression de l'entourage qui comprend pas pourquoi quitter une bonne situation, pourquoi, enfin, ça. Et puis à la fin, il n'y a même pas, c'est je veux ça, et puis l'entourage le voit. Il voit qu'il y a une transformation de la personne. Et c'est plus un obstacle. Donc, une fois que la personne, elle sait où elle veut vraiment aller, elle y va, quoi. Hmm. Et donc, allez, là, on arrive, je crois que tu avais jusqu'à midi, donc je vais pas te retenir plus longtemps. J'ai plein de questions, mais il faut que j'aille à l'essentiel. Tu sais, alors, je t'avais dit que à l'université, par exemple, les enseignants comme les étudiants ont un peu du mal avec cette discipline qu'on appelle démarche portfolio. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux enseignants comme aux étudiants pour en fait leur faire prendre, les aider à comprendre l'intérêt de tout ça? Quand je dis tout ça, je parle de ce travail réflexif, de la nécessité de ce travail réflexif. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, normalement, s'ils ont écouté tout ce dont on a parlé, ils devraient avoir compris les enjeux. En tout cas, pour les étudiants, c'est vraiment, comment dire, poser les bases de leur développement professionnel. S'ils veulent prendre, vraiment avoir le pouvoir d'action sur leur développement professionnel, ça va vraiment, c'est un mécanisme qui va vraiment les aider pour la suite. Pour les enseignants, eh bien, c'est contribuer au développement professionnel de leurs étudiants. Et puis aussi derrière, ce qui peut aussi peut-être un peu perturber les enseignants, c'est par rapport à, comment dire, la connaissance. Voilà. On peut parfois, on peut penser que c'est en opposition à la compétence. Sauf qu'en fait, pas du tout, parce que ça reste quand même au cœur. Et finalement, la connaissance, elle prend encore plus de valeur, puisque c'est l'individu lui-même qui va aller rechercher la connaissance qui va nourrir sa réflexion. Et donc, je ne sais pas si c'est pas le terme approprié, mais c'est de la connaissance d'une certaine valeur. Ça va être peut-être des concepts, des modèles, de la modélisation, quelque chose qui va leur permettre ça va être une clé en fait, une clé de compréhension de quelque chose pour les aider à évoluer. Donc, c'est pas du tout en opposition, mais quelque part, ça a encore plus de valeur parce que c'est l'individu qui lui-même comprend l'intérêt que ça a pour lui et donc il en fait pas en fait comment dire, la même utilisation que quelque chose qu'on vient de lui délivrer comme ça en cours magistral où vraiment on vient pousser enfin, de la connaissance, il comprend pas l'intérêt pour lui, donc il en retient même pas 10% peut-être. Voilà, là c'est différent. Et du coup, ça peut être peut-être aussi plus valorisant pour l'enseignant de par la valeur que l'étudiant, l'apprenant va porter à la connaissance. Je ne sais Hmm. pas si je me suis bien exprimée. Voilà. Bah, en tout cas, tu vas me dire, tu vas me corriger si je me suis trompé, mais j'ai l'impression que cette approche par compétence permet de davantage donner du sens aux enseignements. C'est-à-dire que du sens parce que l'étudiant va voir comment rendre opérationnel ce qu'on lui donne. Oui, puis Comment... comment il peut Ouais. s'en servir, en fait, comment il peut capitaliser dessus et même des fois comprendre que il lui manquait vraiment une clé, en fait, pour pouvoir résoudre un problème, réaliser un projet ou, enfin, voilà. Et, et tu vois, c'est très important ce que tu dis parce que, alors, j'avais lu, je suis tombé, c'était en février 2024, donc c'était pas, il n'y a pas si longtemps que ça. L'appel de Villejean, c'est un appel à manifester contre l'entrée de l'approche par compétence allant du premier degré jusqu'au supérieur. Et donc, on a en fait, dans la pétition qu'il y avait à cette époque-là un peu plus de 200 enseignants qui l'avaient signé, donc là, il y en aura encore plus. Il y avait en fait une espèce de levée de bouclier. Et pourquoi? Il faut que je fasse une vidéo dessus, mais de ce que j'avais compris et retenu actuellement, c'est que
l'approche par compétence, c'est l'entrée d'un système capitaliste dans l'enseignement qui viendrait justement déshumaniser enfin, le jeune, l'écolier, et que par conséquent, il ne serait plus vraiment en fait un, un être humain, mais que ce serait entre guillemets une bête de travail, une personne à qui on va faire construire les compétences pour être productif, et qui aurait en fait une dévalorisation de la connaissance. Et que moi, dans l'idée, quand j'ai dit ça, enfin après je suis biaisé vu que j'enseigne la démarche réflexive, mais je m'étais dit au contraire que les compétences et leur formalisation consciente, c'était un levier extrêmement puissant de construction de l'identité personnelle et une boussole très importante, pour sa quête de sens. Qui est Dylan Job? Pourquoi Dylan Job est sur cette terre? Qu'est-ce qu'il veut accomplir? Et je m'étais dit que la démarche réflexive pouvait servir à ça. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ah bah, je te rejoins complètement. Et puis, la compétence, on la met aussi en œuvre. Enfin, finalement, ça aide à se construire en tant que citoyen. Et la compétence, on peut aussi la mobiliser pas que pour des entreprises marchandes, on peut aussi l'utiliser à des fins associatives. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pas qu'aujourd'hui, mais je veux dire, les associations ont besoin justement de monter en compétence de leurs bénévoles. Donc, quelque part, c'est pas forcément à des fins marchandes. Bien évidemment, aujourd'hui, on est dans une société capitaliste. On n'a pas d'autre choix que de travailler. Voilà. Donc, ça aide à son développement professionnel, mais ça aide aussi à son développement personnel. euh, et on peut voilà, intervenir auprès d'associations, mais en tout cas, c'est sûr que ça aide à se construire, oui, on peut dire en tant que citoyen, quoi. Donc ça va beaucoup plus, c'est beaucoup plus large que la seule sphère professionnelle. Et puis, bah, ça peut aussi peut-être aider des personnes finalement à imaginer des solutions qui vont contribuer à la communauté, à la société, sans forcément qu'il y ait derrière cette valeur marchande. Oui, et c'est même ce que je m'étais dit parce que lorsque tu construis des compétences, en fait, le développement de compétences et leur explicitation consciente via la démarche réflexive, ça permet, comme tu l'as dit, en fait, de valoriser, mais au-delà de valoriser, en fait, ça permet de communiquer, donc de construire un rapport à soi, certes, mais aussi au monde, et d'échanger. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, parce que tu l'as dit toi-même, en fait, l'une des grandes difficultés qu'ont les êtres humains aujourd'hui, c'est qu'ils savent faire des choses, mais ils ne savent pas l'expliquer, ils ne savent pas le partager. Et paradoxalement, je trouve qu'en faisant ce travail, en se recentrant sur soi, ça permet justement de prendre conscience de son unicité et aussi de se dire, en fait, OK, finalement, de, de mieux accepter que les autres vont se positionner ou avoir des opinions différentes. Je trouve que c'est Mm. un peu un paradoxe, puisqu'en revenant à soi, c'est là où on réalise que finalement, bah, on n'est pas les autres, et les autres sont pas nous, chacun a sa place, et chacun, justement, c'est qu'ensemble, on peut construire quelque chose, et voilà, quoi. Oui. Et ce que tu dis, c'est super important parce que ça nourrit même une réflexion que j'avais. C'est pour reprendre ta distinction compétence-performance, c'est une approche par compétence, le fait de rechercher la compétence, de voir notre développement basé sur la compétence, ça permet d'éviter de sombrer dans la compétition. Parce que tu l'as dit toi-même, aujourd'hui, on vit dans une société alors, qui est dictée par le plaisir immédiat, mais on vit aussi dans une espèce de compétition permanente. Toutes les sphères de notre vie, de notre société, sont marquées par la compétition. Je prends un exemple tout bête et méchant, mais le fitness, le rapport au corps que peuvent avoir les jeunes aujourd'hui, s'ils vont sur les réseaux sociaux, ils vont voir ils vont voir entre guillemets des corps parfaits à tout bout de champ.
ils vont aspirer à ça et il va y avoir une forme de compétition. Et l'école le reproduit extrêmement bien. Tu avais parlé des notes en début de ce podcast, mais les notes, c'est une très bonne façon de mettre des classements, formels ou informels. Il y a même des établissements qui fonctionnent sur cette base de classement. Et à vouloir trop rechercher la performance, on va au mieux se brûler les ailes et au pire passer à côté de soi. Et que dans mon esprit, justement, ce développement réflexif de compétences, ça permet en fait de se réapproprier ou s'approprier le soi indépendamment d'une logique de performance. C'est me dire, ben moi je fais ça parce que ça me correspond, c'est ça qui m'intéresse, et c'est pas grave si mon voisin est meilleur que moi dans autre chose. Ah oui, complètement. C'est ça, puisque chacun, de toute manière, a son domaine à lui, a vraiment des facilités sur des dimensions particulières. Et en le reconnaissant, on peut arrêter d'envier quelqu'un qui, finalement, sur un poste, bah, peut-être ça fait bien en société de dire que j'occupe tel poste, mais en fait, c'est pas ce qu'on veut réellement, quoi. Hmm. Oui. Et toi, si j'ai bien compris, ce qui t'intéresse dans tes accompagnements, c'est vraiment de cibler ce qui compte, ce qui fait sens aux yeux de tes accompagnés. Oui, et c'est souvent de toute façon leur demande au départ en se disant j'ai besoin de me sentir utile. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce que je fais, bah, ça sert à rien. Donc voilà, c'est vraiment la demande. C'est plus, oui, exprimé en tant qu'utilité, mais bon, on rapproche assez facilement du sens, quoi. Hmm. Alors là, tu vois ce que tu fais appel à des vidéos qu'il faut que je produise sur la psychologie adlérienne. Je sais pas si tu en avais déjà entendu parler, si tu avais eu l'occasion de. Je pense que, mais bon, là, ça fait mes années de psycho, ça remonte à quelques années. Donc Hmm. là, comme ça, non, ça me dit plus rien. Alors j'ai des vidéos à faire sur cet ouvrage. Alors tu le vois pas, mais c'est Avoir le courage de ne pas être aimé, écrit par deux philosophes japonais qui reprennent le courant de la psychologie adlérienne. Et l'un des principes ou des postulats de base, c'est, selon ce courant-là, c'est que tout être humain, l'épanouissement de tout être humain, ce qui drive l'épanouissement de tout être humain, c'est ce qu'il appelle le sentiment de contribution à la communauté. Et je pense que quand on parle, quand quelqu'un te dit, ouais, je me sens pas utile, je rends pas service aux gens, eh bien, il n'a pas ça. Et à toi de me dire, mais j'ai l'impression que moi, la plupart des êtres humains que j'ai pu rencontrer, les êtres humains qui vivent en société, en tout cas, sont drivés par ce sentiment-là. Et j'imagine, moi, la question que je voudrais savoir, c'est est-ce que toi, dans les personnes que tu as accompagnées jusqu'ici, tu as pu retrouver ça? Ah oui, oui, complètement. Ah, après, il y a encore une différence à ne pas l'avoir et avoir la perception de ne pas l'avoir. Puisque dans un même métier, si on demande à plein de personnes de se positionner sur une échelle, c'est quoi votre sentiment d'être utile, de contribuer à, on va avoir des réponses différentes. Ça va pas faire consensus. Donc la perception est fondamentale. Hmm. Oui, oui, oui. Et c'est pas, je pense que la perception, elle n'est pas toujours aisée. En tout cas, là, je te lis ça, mais si je réfléchis à voix haute. Moi, personnellement, je, je vois, j'ai beaucoup de mal à mesurer ce que je peux apporter aux gens. Et dans mon métier, on va dire, quand je suis pas enseignant, j'accompagne des profs dans leur développement professionnel. Et ce que j'ai essayé de faire un peu tardivement, c'est qu'à la fin d'un accompagnement, je demande à la personne de m'écrire maximum une page pour me dire en fait comment est-ce qu'elle a vécu mon accompagnement, si j'ai pu lui apporter quelque chose. Ça fait quelque part, ça permet de nourrir mon propre portfolio, mais ça permet aussi de me rendre compte parce que on pourrait très bien se dire, bah, les choses se passent très bien, la personne grandit, mais on ne sait jamais, hein. On n'a pas la. Moi, en tant qu'être humain, je suis quelqu'un qui est souvent dans l'incertitude. Donc, je trouve que je ne sais jamais si ça marche ou pas, ou en tout cas si j'apporte quelque chose. Et le fait d'avoir que la personne accompagnée qui prend le temps de formaliser sa pensée sur un bout de papier et de dire, il m'a apporté A, B, C, D et c'était génial, ça aide.
Pas Donc, tu as comment tu t'en besoin penses. d'avoir une marque, un feedback, une rétroaction sur et qu'est-ce qui pourrait t'aider, toi, justement, par toi-même, à pouvoir identifier le fait que tu as apporté quelque chose. Parce que quand on regarde les vidéos, notamment, j'attends avec impatience sur celle sur le concours d'éloquence, enfin, on voit. Mm. Ça se voit même sans avoir les retours des personnes que tu as accompagnées. On voit bien que tu as contribué à quelque chose. Maintenant, ce serait qu'est-ce que toi, sur quoi, quels indicateurs pourraient t'aider à mesurer par toi-même ce que tu as apporté aux personnes que tu as accompagnées? Mais c'est une très grande question et très bonne question. Et ça, tu vois, j'ai beaucoup de mal. Est-ce que, parce qu'il y a des fois, alors si j'écoute mes étudiants, j'ai pu leur apporter, si je reprends leurs mots, du sens, de l'oxygène, les faire grandir. Et, mais ça, c'est encore une fois, c'est des choses dont ils me parlent. Est-ce que moi, comment le mesurer sans leur feedback? Hmm, ben, j'en ai vraiment, spontanément, j'ai pas forcément d'idée. Je vois pas Alors, comment. tu m'as donné quand même déjà des indications. Entre le moment où le démarrage de l'accompagnement et la fin de l'accompagnement, toi-même, tu as constaté des évolutions. Ah oui, oui, oui. Et ça, oui, ça, c'est des choses que je peux. Alors, des choses que je peux. Alors, que ce soit l'accompagnement autant de mes étudiants que des enseignants avec lesquels je peux travailler, très souvent, il peut y avoir au début ce que je peux moi sentir, c'est une forme de scepticisme, de doute, parfois même de résistance. Et ça, j'en avais déjà parlé dans des vidéos. C'est quand j'ai débarqué en cours, les étudiants, ils étaient assez opposés à cette démarche portfolio. Et comme des enseignants, quand j'ai débarqué dans leur bureau, ils se sont dit, mais c'est qui ce gars? Et avec le temps, je dirais les indicateurs, c'est tu sens en fait l'atmosphère se détendre. Tu sens la personne être un peu plus elle-même, sans se sentir entre guillemets rassurée. Tu la sens s'ouvrir un peu plus. Tu la sens à un moment donné presque avoir le sourire de se dire, ah, on avance. Et ça, c'est quand je te dis que je sens, c'est que c'est vraiment, ça relève de l'intuition. C'est-à-dire que dans ces moments-là, j'essaie de me câbler sur la personne, de savoir, d'arriver à capter ses ressentis. Et donc, c'est comme ça que je pourrais avoir quelques éléments, quelques indicateurs. En gros, je peux me dire que ça se passe bien parce que je sens que la personne se sent bien et je sens que ça va de mieux en mieux au fil du temps. Mais tout ça, en fait, c'est très peu palpable. C'est-à-dire que moi, j'essaie de développer mes capacités à sentir les gens et à sentir les atmosphères, entre guillemets. Ah oui, alors après, si Mais tu veux venir sur quelque chose de plus factuel, c'est si la personne, elle s'est appropriée la méthode, qu'est-ce qu'elle en a fait, qu'est-ce qu'elle en a retiré. Enfin, ça, tu peux plus facilement le mesurer. oui, oui, oui. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Là, tu vois, dans ce que tu viens de dire, on a eu une expérience qu'on a terminée récemment. C'était avec une prof de droit qui enseigne la procédure pénale, dans lequel ce qu'on a essayé de faire, en fait, c'est de mettre en place de l'interaction en cours magistral et de faire ce qu'on appelle un système de classe inversée. Et donc, elle avait pas mal de craintes. Et au final, au fil des séances qu'on faisait, des séances d'interaction, des moments d'interaction, je la voyais justement entre guillemets, qui commençait à avoir le sourire, qui se rendait compte que ça prenait. C'était difficile, mais ça prenait. Parce qu'il faut engager un amphithéâtre de 150 ou 180 étudiants, ça demande de l'énergie. Il faut oser briser la glace, il faut aller chercher les étudiants. C'est très compliqué. Mais quand on a fini par avancer et l'expérience a été positive, très positive. Et ensuite, on l'a fait évaluer par les étudiants et on a eu des retours extrêmement positifs. Donc là, Donc tu as ça, c'est des choses contribué. factuelles. Voilà, c'est vraiment c'est factuel, quoi. Tu as vraiment contribué à mettre en place ce principe de classe inversée et cette enseignante a adhéré et au final, même si ça n'a pas été évident, elle en tire quelque chose de positif, quoi. Ah oui, et même l'idée, c'est de le refaire l'année prochaine. On a identifié des axes d'amélioration et de faire, entre guillemets, encore mieux, tranquillement. Là, c'est vraiment, tu peux mesurer aussi, même si tu n'as pas forcément un retour, parce que tout le monde n'a pas aussi la facilité
parce que comme c'est quelque chose qui n'est pas forcément appris à faire, bon, après, c'est des enseignants qui sont quand même plus l'habitude de pouvoir faire des retours comme ça, mais auprès d'étudiants, c'est pas forcément évident. Donc, c'est pouvoir aussi, par soi-même, mesurer sa contribution, quoi. Oui, oui, oui. Et ça, c'est bien ce que tu me dis et l'exercice que tu me fais faire. Parce qu'en fait, je crois que j'en avais aussi parlé dans d'autres podcasts et je t'en avais aussi parlé, le sentiment d'imposture ou le syndrome de l'imposteur, on l'a beaucoup. J'en discute avec les étudiants, ils l'ont, mais je leur dis, mais moi aussi, les gars, je l'ai. Parce que, quoi, tu vois, aujourd'hui, je le dis en public, j'enseigne la démarche réflexive, mais j'ai jamais été formé à la psychologie comme toi. C'est-à-dire que je suis juriste de formation, moi. J'ai fait licence et master de droit. Et donc, la psychologie, à proprement parler, je l'ai jamais formellement étudiée. Et on sait que la démarche réflexive, on est dans le champ de la psychologie sociale. Donc, il y a aussi, entre guillemets, ce sentiment d'illégitimité quand on te dit, bah, tiens, vas-y, tu vas enseigner ça, tu vas essayer de faire quelque chose, alors que, bah, à la base, t'as pas été moulé, t'as pas été câblé pour ça. J'ai dû aller chercher mes propres câbles et construire mon propre moule, on va dire. Je comprends. Et en même temps, moi, je le détache quand même de la psychologie, justement parce que j'ai fait des études de psychologie. Pour moi, c'est pas de la psychologie. C'est plus proche de, finalement, euh, enfin, pour moi, c'est plus de. Moi, je le rattache plus au côté RH, développement vraiment professionnel et, et finalement, ouais, acquisition de compétences, non plus l'aspect pédagogique que l'aspect psychologie, parce que derrière, on vient pas faire, c'est pas une thérapie, c'est pas ça du tout, quoi. Ça amène la personne à réfléchir, mais ça reste sur en tout cas, moi, si des personnes allaient sur des terrains un peu délicats, enfin, moi, je recadre tout de suite. On revient sur l'aspect, même si c'est personnel, mais lié au professionnel, quoi. Et c'est plus Hmm. dans leur développement. C'est une autre façon de développer des compétences. Donc, moi, ça revient vraiment dans le champ de la formation, quoi. Hmm. Oui, d'accord, oui. Toi, en fait, tu utilises, tu vois le carcan, entre guillemets, professionnel comme une façon de rester cadré, de garder un cadre. Oui, Hmm. oui, et puis même si on peut pas éviter la personne d'aborder des aspects personnels, mais on va pas les aborder comme un psychologue les aborderait. On reste vraiment dans le champ de la formation. Ok. Et par curiosité, comment est-ce qu'un psychologue les aborderait? Ben, on va pas aller chercher, enfin peut-être, alors après c'est pareil, hein, en psychologie il y a plein de courants différents, mais ils iraient peut-être rechercher l'origine dans l'enfance ou des choses comme ça. Là on n'est pas du tout là-dessus, quoi. La Hmm. personne va rencontrer une difficulté. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Mais on va pas rechercher qu'est-ce qui a pu se passer, quand est-ce que dans son enfance elle a pu rencontrer, d'où ça vient. Enfin, voilà, on n'est pas du tout là-dessus, quoi. Oui, d'accord. Ok. Ok, je comprends mieux ce que tu voulais dire. Parce que tu vois, quand je avais fait des recherches, je me disais, bah, le concept phare qu'on a dans la démarche réflexive, c'est l'auto-évaluation. Et à chaque fois, je voyais toujours cette auto-évaluation rattachée à la psychologie sociale. Et ce que tu me dis, tu allais dire quelque chose? Bah, la psychologie sociale, c'est encore différent de la psychologie clinique. Donc, Hmm, effectivement, la psychologie sociale se rapproche plus c'est les comportements, en fait, on va hmm, dire, des personnes euh, euh, dans un cadre, en interaction. Enfin, voilà. Et donc là, c'est plus proche déjà d'un contexte professionnel qu'on va pas chercher. Effectivement, c'est bien différent de la psychologie clinique, quoi. oui, oui, ah oui, oui, oui. Voilà. Et Mm. en plus, ça rejoint sur ce que tu disais au départ, c'est-à-dire l'importance du contexte professionnel, de la situation dans laquelle va s'exprimer des compétences, dans laquelle ça va s'exprimer un individu.
Non, bah, Et complètement, oui. Bah, en fait, moi, c'était ma discipline, c'était la psychologie sociale. Mais oui, c'est une discipline. Quand on entend psychologie, normalement, on pense plus à la psychologie clinique, quoi, oui, que à la psychologie sociale, qui est vraiment l'étude des comportements des personnes dans certaines situations. Enfin, voilà, quoi. Donc là, effectivement, et, ça donne des clés de compréhension, oui. et en même temps, pour aller dans ton sens, ce que je trouve très intéressant en fait avec le concept de la démarche réflexive, c'est qu'on peut l'aborder par énormément de grilles de lecture, par la philosophie, la psychologie, l'éthique. Mais même là, tu vois, les dernières vidéos, je m'étais amusé à utiliser, à mobiliser le concept du sérieux, une salle de sport pour montrer qu'on peut faire de la démarche réflexive, se poser les mêmes questions en fait. Donc c'est cette entre guillemets cette forme, cet aspect protéiforme est très intéressant. Enfin rend la matière, rend cette discipline très intéressante. En tout cas, ça, je le vois un peu comme ça, et ça permet d'avoir un terrain de jeu extrêmement vaste. Donc, complètement, oui, oui. Ouais. Donc là, je vois qu'il est 12h30, donc je vais te Mm. laisser tranquille. Alors justement, ce que je fais, bah, je laisse le mot de la fin en général aux gens. Alors, toi, vas-y. Pour conclure cet épisode, qu'est-ce que tu dirais? Alors bah, là, je vais plus m'adresser aux étudiants en tant que professionnels RH qui prennent vraiment la mesure de ce que ça pourra leur apporter pour plus tard, mais finalement pour maintenant déjà. Et c'est quelque chose qui est vraiment pour eux. En fait, c'est pas une matière parce qu'il faut apprendre, c'est vraiment quelque chose qu'ils vont pouvoir utiliser pour eux et ça pourra leur apporter que du bénéfice en fait. Super. Merci beaucoup, Laurie. Ben, merci à toi.